Voilà, bonjour et bienvenue sur ce webinaire organisé par XAPA.org que nous commençons à l'instant. Merci de nous avoir rejoints. Quelques petits détails pratiques associés à l'animation de ce webinaire. Nous animons un webinaire actuellement en français. Un autre webinaire avec le même contenu est déroulé en anglais dans la même journée. Ces webinaires sont enregistrés sur notre site xapa.org sur la section publications. Les contenus du coup qui sont affichés sont en anglais, mais la présentation que j'effectue, donc moi je suis Farid Badache, je travaille donc pour xapa.org, je le fais en français pour cette session. Quelques principes importants. Par défaut, les participants sont mis en mode muet, et peuvent interagir par la fonction chat. Ça permet d'optimiser et d'améliorer la qualité sonore pour tous les participants. Il n'y a pas de vidéo qui est affichée. La vidéo n'est pas nécessaire, et puis ça permet d'optimiser à la fois la bande passante des uns et des autres, et puis après tout, le coût carbone de la diffusion de ce webinaire. La possibilité d'enregistrer le webinaire permet aux uns et aux autres de pouvoir revoir une partie des contenus et de pouvoir éventuellement les partager avec certains de vos collègues qui peuvent le juger utile. Merci du coup de participer à cette discussion organisée par le support Zoom. Et donc, je vais vous présenter brièvement, en 3 temps finalement, l'essentiel de nos contenus pour aujourd'hui. L'idée de ce webinaire s'est inspirée sur un des briefing papers que nous produisons régulièrement. Celui-ci a été publié en octobre dernier. A eu pas mal de succès parce que ça intéressait beaucoup d'acteurs, entreprises, sociétés civiles, autour de la question finalement de l'agenda 2030, avec les objectifs de développement durable et puis un certain nombre d'entreprises qui pouvaient partager de l'information, communiquer autour de ces sujets-là, et puis être accusées de, alors avant on parlait de greenwashing, donc laver plus vert sans faire de véritables engagements, et donc là, avec l'agenda 2030 et les ODD, on a commencé à parler d'ODD washing. Donc on a développé ce papier pour porter quelques principes assez simples, mais qui peuvent permettre un regard un peu plus constructif sur la contribution du secteur privé sur les questions d'agenda 2030, et puis qui peuvent permettre à des parties prenantes et à des entreprises d'essayer d'être un peu sérieux, crédibles autour de ces questions-là. Donc du coup, aujourd'hui, on a la possibilité de pouvoir partager un certain nombre de ces retours d'expérience et de ces principes qu'on va essayer de nourrir avec des exemples concrets. Pour vous mener dans la discussion autour de ces 5 principes sur le ODD washing, je pense que ce qui est intéressant dans le contexte aujourd'hui, en mai 2020, marqué par une pandémie mondiale qui a quand même des impacts économiques, sociaux importants, de factoriser la question du Covid-19 dans la réflexion qu'on peut porter sur l'ODD washing. Beaucoup d'acteurs ayant besoin de devoir gérer des injonctions contradictoires de court terme, pour certaines, des questions de survie économique, et évidemment de plus long terme, comment rester fidèle ou en tout cas en ligne avec des trajectoires portées par l'agenda 2030. Donc en 3 temps, le contenu du webinaire, dans un premier temps, ça va être de vous présenter brièvement ce qu'est XAPA, parce que ça permet de pouvoir comprendre un petit peu le point de vue des personnes qui préparent et animent ces webinaires. Dans un deuxième temps, de factoriser la question du Covid-19 dans la réflexion qu'on peut porter sur le SDG washing, finalement, derrière laquelle on pose une question assez simple, c'est d'apprendre à gérer les injonctions contradictoires de court terme et de long terme, mais tout en restant fidèle sur une trajectoire, parce que sinon on perd, tout acteur perd à la fois toute crédibilité et toute vision. On ne peut pas dire que des sujets sont importants et puis en fait, dans le court terme, les négliger, ou en tout cas être crédible dans le long terme autour de ces sujets-là. Puis ensuite, à travers des exemples, parler des 5 principes qui sont expliqués un peu plus en avant dans un briefing paper qu'on avait publié, qui est disponible et téléchargeable en open source sur notre site internet dans la section publication, qui s'appelle SDG Washing. Donc voilà, on va avancer sur ces différents temps. Donc XAPA est une organisation
qui est structuré en site internet xapa.org. Nous sommes une entreprise à mission. Xapa, en fait, en soi, veut dire discernement, sagesse en langue sioux. Et l'idée, ça a été de mettre en place un collectif, une organisation qui essaye de réfléchir à la manière dont on peut aborder notamment la décennie qui se présente à nous, qui est une décennie jonchée de turbulences environnementales, sociales, sanitaires, et de pouvoir voir comment manœuvrer, adapter, transformer des outils économiques avec sagesse. Et donc, on fait ça autour de 3 grandes activités. Nous avons une activité de conseil. L'activité de conseil, nous permet de pouvoir travailler avec des acteurs du secteur privé et puis les aider à comprendre, intégrer les enjeux environnementaux, sociaux, éthiques dans leurs opérations, dans leur supply chain, pour pouvoir mieux embrasser finalement des grands enjeux de carbone qui sont portés par de carbone sociaux, de droits humains qui sont portés par l'agenda 2030. Donc pour nous, l'agenda 2030, c'est un outil, une boussole constante que nous utilisons dans nos réflexions. Mais également, et c'est le pilier central de nos activités chez xapa.org, nous avons des activités de fonds d'impact où l'idée, c'est de pouvoir réfléchir, et je vais pouvoir vous présenter un peu plus en avant un certain nombre de nos réflexions sur ces questions-là, la manière dont on peut accélérer la transformation des acteurs du secteur privé, notamment sur des questions de décarbonation, sur des questions d'économie circulaire, sur des questions d'accès pour le plus grand nombre aux droits humains. Et je dirais qu'en contexte Covid, ces enjeux-là sont encore plus importants, encore plus saillants. Donc ce levier d'impact, il est essentiel dans nos modes d'activité puisque finalement, derrière le conseil, on a une feuille de route, on est un ensemble de personnes finalement très seniors, très expérimentées sur ces questions-là de développement durable. Et en fait, ce qui nous intéresse aujourd'hui surtout, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau pour accélérer, pour innover, pour aller plus loin. Et pour contribuer à transformer plus rapidement les systèmes économiques parce qu'il y a urgence. Et à ce titre-là, en tant qu'entreprise à mission, nous avons un 3e pilier d'activité qui est un pilier de plaidoyer. Et c'est un pilier dans lequel notre mission, c'est de partager auprès des plus grands nombres le retour d'expérience que nous pouvons faire et de le mettre en libre accès, notamment sur notre site xapa.org dans sa version française avec des publications, des blogs, des rapports qui sont téléchargeables. Et l'idée, c'est que ça puisse aider les autres acteurs à pouvoir apprendre de notre expérience pour aller plus loin, plus fort, nous aider nous-mêmes à progresser. Et on est beaucoup dans ces modes d'open source parce que je pense qu'aujourd'hui, face à la complexité de toute façon des enjeux, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Donc, nous opérons avec un collectif d'une dizaine de personnes, en fait, maintenant. Les chiffres ont été remis un petit peu à jour, basés à Paris, en France, mais également avec un réseau d'experts qui est basé un petit peu partout dans le monde. Et donc, ça nous permet de pouvoir travailler avec environ 150, une communauté d'environ 150 experts, qui peuvent nous permettre d'intervenir, par exemple, assez facilement au Brésil, en Inde, aux États-Unis, pour prendre en Afrique du Sud, pour prendre juste quelques exemples de pays sur lesquels nous opérons. Et puis, nos réflexions sont évidemment également nourries de cette communauté-là. Donc, nous espérons chez Xapa être capable de porter une réflexion qui soit à la fois localisée, en tout cas spécifique. Donc c'est pour ça que nos 150 experts nous permettent de pouvoir à chaque fois identifier véritablement de l'expertise contextuelle ou par sujet sur lesquels nous sommes amenés à travailler quand on travaille sur les big data, quand on travaille sur des questions d'agronomie, quand on travaille sur des questions de santé-sécurité dans des usines, d'avoir vraiment de l'expertise pointue, mais en même temps contextuelle, parce que les réflexions qu'on porte, par exemple quand on est aux États-Unis, quand on est au Brésil, ne sont pas exactement les mêmes. Les contextes, le droit dans lequel cela peut s'inscrire, par exemple, sont différents. Les attentes de parties prenantes locales, les écosystèmes sont différents. Donc, nous essayons véritablement de naviguer dans ces enjeux à la fois de vision la plus internationale possible des problèmes et en même temps d'avoir l'expertise la plus appliquée et la plus appropriée. Nos activités de conseil nous permettent de nourrir très directement nos réflexions sur ce que c'est que le l'ODD washing, parce qu'on est quand même assez bien positionné pour travailler dans tous les secteurs. Si on prend les entreprises privées, on travaille avec des entreprises dans le secteur de l'agroalimentaire, de la santé, de la technologie, du manufacturing, de l'énergie par exemple, de la construction
Donc, ça nous permet d'avoir une vision un petit peu large de secteur, de savoir ce que les entreprises peuvent faire, de ce que les entreprises ne font pas. Et donc, fort de cette réflexion autour de ce que les acteurs font ou ne font pas, on sait défier, mettre les entreprises, et ça fait partie de notre mission à xapa.org, pour challenger les entreprises, notamment, mais aussi d'autres parties prenantes. On fait partie de panels, de toutes sortes de discussions avec des écosystèmes de toutes sortes de parties prenantes, pour, si on prend la boussole de l'agenda 2030, savoir jusqu'où peuvent aller les entreprises, à quel moment individuellement elles ont des limites et elles ont besoin de travailler sur des collectifs, et à quel moment d'autres parties prenantes dans les écosystèmes ont besoin aussi de balayer devant leur porte ou de travailler également pour permettre, je dirais, à la société dans son ensemble de progresser sur un agenda 2030. L'ensemble de nos contenus, je le disais, sont accessibles en libre service. Donc là, les supports sont présentés en anglais, mais ces contenus-là sont disponibles, en tout cas en partie. Des fois, il y a un peu des variantes sur un certain nombre de contenus qui sont un peu plus spécifiques. Mais enfin, globalement, il y a aussi tout un espace xapa.org qui offre des contenus en français. Et donc, ça permet de pouvoir voir par rapport à notre blog, par exemple, au téléchargement de différents documents. Des briefing papers, là par exemple un de nos derniers briefing papers sur la croissance inclusive se connecte tout à fait avec les questions d'agenda 2030, puisqu'en fait l'idée c'est de se dire qu'aujourd'hui, notamment des entreprises qui sont en mode de survie, c'est quoi les enjeux autour desquels elles peuvent traiter correctement leurs employés, les territoires sur lesquels elles sont implantées, leurs fournisseurs, leurs partenaires économiques, de manière responsable et de manière à respecter les principes dits qui soient le plus inclusifs possible dans la gestion de crise posée par le Covid, mais également du coup plus long terme dans leur capacité à pouvoir contribuer à de la croissance plus inclusive. En fait, ce qu'on constate à travers ce briefing paper, c'est de dire, ça va être un fil directeur dans l'ensemble de nos discussions, c'est que au-delà de la simple posture de crédibilité qui peut être portée par le fait de faire du SDG, de l'ODD washing, finalement, ce qu'on voit surtout, c'est que quand on a une trajectoire claire et propre et qu'on sait qu'on a des priorités, on va dire, environnementales, sociales, éthiques, qui sont affirmées, qu'on sait faire vivre ces priorités-là dans le court terme, et même en mode de survie, autant que dans le long terme, et en amont, ça veut dire que quand on a des crises à passer, on a un écosystème qui est quand même plus porteur pour gérer les crises, alors que quand on n'est pas capable d'avoir des trajectoires claires, en amont, on ne fabrique pas cet écosystème-là, et quand il faut traverser des crises, c'est difficile. Et puis en aval, les acteurs, les écosystèmes se souviennent, et que quand on a besoin de traverser des crises pandémiques, les écosystèmes se souviennent et ne sont pas forcément les plus à même de pouvoir collaborer et nourrir la capacité d'une entreprise par exemple, à pouvoir se développer dans le long terme. Donc voilà, nos briefing papers couvrent un petit peu différents sujets de ce type. Ils sont des éléments qui portent une vision très opérationnelle de toutes ces questions-là. On n'est pas là pour faire du concept, on est là pour faire avancer les sujets. Un programme qui illustre un peu les réflexions qu'on porte en matière d'investissement impact, qui est très d'actualité, c'est qu'on s'est toujours, fort d'un certain nombre de réflexions qu'on a portées chez Xapa, on s'est toujours dit qu'il y avait des chaînes d'approvisionnement qui étaient des chaînes sur lesquelles on avait des acteurs, des petits paysans dans des pays émergents qui n'avaient pas accès notamment à de la formation et qui en même temps, sous une perspective d'agenda 2030, souffraient d'un manque d'accès à l'éducation de qualité, si on prend l'ODD qui est associé par exemple, à l'accès à un travail décent, étaient des maillons essentiels, puisqu'ils représentent souvent jusqu'à 70% de la production mondiale dans la lutte contre le changement climatique. Ils n'avaient pas les outils pour le faire. Et donc, avec le programme SUTI, Scale Up Technical Training Initiative, qu'on met en place à travers différentes denrées agricoles, à vocation alimentaire ou industrielle, l'idée, c'est de pouvoir développer du contenu qui puisse être diffusé par des modalités digitales, donc dont la dissémination est plus forte, mais également présentielle, puisqu'on est sur des sujets qui demandent de travailler entre pairs et financé par des logiques d'investissement à impact, qui permet de pouvoir changer aussi, d'envisager de travailler sur de la dissémination et de l'échelle qui puisse toucher un nombre important d'acteurs et donc d'avoir un véritable impact sur les pratiques agricoles qui peuvent être opérées en fonction de chaîne. Donc voilà, ça c'est un exemple de programme d'investissement impact sur lesquels nous travaillons et ça nous permet de pouvoir véritablement faire progresser, ou en tout cas apporter de l'innovation dans la manière dont on peut essayer de faire progresser les sujets. Enfin,
en cadrage sur le contexte dans lequel l'ODD washing se positionne aujourd'hui, ça nous semblait intéressant de partager les conclusions d'un rapport, d'un travail de recherche et d'échange qu'on a eu avec tout un écosystème d'acteurs à la fin de l'année dernière, et le rapport a été publié en début de cette année, et puis le mettre au bout du jour par rapport à l'événement Covid-19 mondial que nous connaissons. Donc, nous savions, et c'est un des principaux enseignements de ce rapport, que nous entrions dans une décennie qu'on appelle la décennie de l'action, c'est-à-dire que pour un certain nombre de raisons portées par la science, portées par ce que les données peuvent nous présenter, nous savons qu'il est urgent, et des raisons d'être de Xapa.org, de accélérer dans la transformation des activités économiques pour qu'elles soient plus en phase avec les enjeux de l'agenda 2030. Nous le savions, il n'y a rien de nouveau. Pour autant, ce que Covid-19 a révélé, c'est que les turbulences sont encore plus urgentes que ce qu'on avait pu identifier il y a ne serait-ce que quelques mots, mais surtout, et à la limite, c'est une des parties intéressantes portées par le Covid-19, cette urgence qui était portée, qui était bien cartographiée notamment par la science, par un milieu d'experts, est devenue concrète pour un certain nombre de décideurs économiques, politiques, où le Covid-19 a révélé de l'impréparation générale, le fait que depuis, rien que si on prend les questions pandémiques, depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, on a des principes qui sont très bien cartographiés, très bien connus, qui n'ont pas été sérieusement pris en compte par les décideurs économiques et politiques, donc qui font qu'on arrive à des crises sanitaires qui en partie, en tout cas malgré les inconnus qui peuvent être propres à un virus alpha, bêta ou gamma, en partie étaient largement planifiables et évitables. Et donc, tout l'enjeu finalement qui est porté derrière un certain nombre de questions environnementales, sociales, sanitaires, pour la décennie qui vient, ça est porter la manière dont on va pouvoir gérer d'un point de vue économique et politique, finalement, une décennie de turbulences et planifier, s'adapter, être aussi agile que possible. Alors, le travail qui avait été fait à la fin de l'année dernière sur ce rapport Towards 2030 est un travail d'entreprise, et puis avec de l'information publique disponible par différentes entreprises, et puis, comme vous pouvez le voir également sur ce support, d'autres acteurs, des groupes d'experts, des think tanks, des ONG, portant différentes perspectives sur l'importance de faire évoluer les structures économiques, environnementales, et pour un meilleur respect finalement des questions de résilience, qui a besoin d'être décarboné, qui a besoin de respecter la biodiversité notamment, et puis qui a besoin d'être plus inclusif dans sa capacité à partager les richesses qui sont créées, et puis à, par exemple, notamment, mieux faire progresser les droits humains dans nos sociétés. Les 6 enjeux qui apparaissent sur cette page-là sont 6 enjeux qui ont été identifiés comme étant critiques dans la prochaine décennie, 2020-2030, et qui viennent en fait déjà alimenter les programmes d'un certain nombre d'acteurs économiques et politiques, qui ont bien identifié des enjeux forts qui sont portés par pour leur propre avenir. Il y a bien évidemment la question de la décarbonation, la question du stress hydrique, qui est un peu plus territorialisé, mais qui reste un enjeu majeur, la manière dont on gère la ressource en eau. Le troisième point, c'est la question de la déforestation, qui a repris une autre dimension toute particulière dans le contexte du Covid-19, puisque, comme pour un certain nombre de pandémies récentes, moi j'ai connu notamment le Nipah à la fin des années 90 et au début des années 2000, qui a fait un serpent de mer en Asie du Sud-Est très régulièrement, en zone rurale. La déforestation, il y a un certain nombre d'entreprises qui ont pris des engagements, ne serait-ce qu'en 2015 à 2020, qui n'ont pas été généralement atteints. Et les feux de forêt, notamment qu'on a vu en Amazonie, en Australie, sur les 6 derniers mois, sont revenus renforcer encore
un phénomène très important qui est à la conjoncture finalement de processus économiques qui créent de la déforestation et puis qui génèrent du coup un certain nombre d'enjeux climatiques d'une part, mais également du coup de risques pandémiques. D'autre part, il y a des corrélations assez intéressantes qui s'opèrent entre, donc, je disais, un certain nombre de pandémies, dont probablement le Covid-19 et les questions de déforestation. Cet enjeu-là qu'on avait bien identifié dans notre rapport Towards 2030, il reste tout à fait valide et un sujet majeur sur lequel les entreprises, notamment dans leurs activités premières, quand elles sont en charge par exemple d'activités agroalimentaires, de production de biocarburants, par exemple, ou secondaires, quand c'est dans leurs approvisionnements, elles ont besoin de se procurer des ingrédients, des matières premières qui touchent à des questions de déforestation, ça reste un sujet majeur. Et notamment, pour être encore un peu plus précis sur ces questions de déforestation, je m'intéresserai tout particulièrement ici à la déforestation en zone, on va dire, tropicale, équatoriale. Donc sur la partie du Brésil, sur la partie d'Afrique centrale et sur la partie en Asie du Sud-Est qui peut aller, on va dire, du delta du Mekong à l'essentiel de l'Indonésie. Nous avons un quatrième enjeu majeur qui est celui de la circularité. Juste avant le Covid-19, on avait vu une pression exponentielle s'exercer sur les acteurs économiques et politiques, notamment sur la question du plastique, le plastique étant devenu un sujet emblématique de la question de la circularité. Alors, c'est un sujet qui est extrêmement intéressant en contexte de Covid, puisque le Covid et le risque pandémique et sanitaire encouragent de fait l'utilisation d'usages uniques de plastique qui vient s'illustrer dans toutes sortes d'activités quotidiennes. Par exemple, en tout cas dans un certain temps, la restauration collective va être une restauration où on va devoir fabriquer, utiliser probablement plus d'usages uniques, probablement plus de plastique. Donc, quelle est la trajectoire, l'équation qu'on peut essayer de résoudre entre un risque pandémique de court terme et, si on parle encore de nos logiques de ODD washing, la capacité pour autant à tenir des trajectoires de plus long terme qui soient des trajectoires cohérentes avec des enjeux de circularité. Le risque pandémique, je dirais de court et de moyen terme, posé par le Covid-19, ne remet pas en question le fait qu'à plus long terme, l'explosion de la pollution plastique, notamment par les déchets plastiques qui ne font pas partie des dispositifs de circularité, est un problème majeur dans la prochaine décennie. Enfin, les sujets 5 et 6 sont des sujets sur lesquels on voit que la question des inégalités sociales, bien identifiées, restent des sujets majeurs aujourd'hui dans des mondes qui créent des richesses qui sont très inégalement réparties. En fait, c'est tout simplement, premièrement, un enjeu de conflits sociaux qui sont augmentés de manière significative ou exacerbés par la question du Covid-19. Il y a un contexte de récession qui vient accroître encore plus les inégalités. Et dernier point, l'accès aux droits humains reste aussi un sujet majeur exacerbé par la question du Covid. Mais exacerbé ne veut pas dire nouveau. Donc, le point qu'on voulait évoquer dans le contexte de la question avec laquelle on doit approcher la problématique du SDG, de l'ODD washing, c'est bien de dire que le Covid, de notre point de vue, n'est pas une pandémie qui vient remettre à plat les principaux enjeux qui sont portés par l'agenda 2030, mais au contraire, si on prend les 6 enjeux qu'on a bien réidentifiés, bien recadrés dans notre rapport et qui sont des enjeux qui sont couverts par les ODD et l'agenda 2030, le Covid-19 est un phénomène mondial qui vient amplifier significativement les problèmes, bien plus qu'il vient en causer de nouveaux. Je reprends juste la question de la circularité et de la pollution plastique. La pollution plastique était un problème exponentiel dont la circularité était insuffisante. Le Covid-19 vient renforcer des enjeux sanitaires pour lesquels l'usage unique et donc derrière ça l'utilisation de plastique à usage unique est exacerbée et renforcée à court terme, ce qui ne change absolument pas
le fait que sur une trajectoire de long terme, le plastique et la question de la circularité autour n'est pas un problème. Et donc là, il y a une injonction contradictoire, une problématique de court, moyen et long terme qui reste à résoudre dans une logique de cohérence par rapport à un agenda 2030 qui reste le même. Par rapport à un agenda 2030 et la manière dont on peut mieux espérer atteindre des objectifs à 2030, malgré le contexte du Covid, dans notre rapport Towards 2030, on avait mis un accent particulier sur le rôle que pouvaient jouer les technologies digitales, dans leur capacité à mieux gérer de la complexité, à mieux amplifier des programmes à impact positif sur les questions environnementales, éthiques et sociales. Un de nos conclusions aussi, c'était que si les technologies digitales pouvaient être, par exemple, énergivores, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne connaissait pas finalement assez bien les technologies qui allaient véritablement se développer dans la prochaine décennie. Si on se souvient des technologies qu'on utilisait il y a 10 ans, en fait, ça évolue quand même assez vite. Et que, par exemple, en bas de ce slide, vous voyez le concept du quantum computing, qui pourrait être quelque chose qui est en fait l'air de rien en train de se développer, et qui pourrait contrebalancer le risque énergivore du déploiement d'un certain nombre de solutions digitalisées. Et ce qu'on pense aujourd'hui, quand on revoit ça à l'aune du Covid-19, c'est que ce qui est en train de se passer, ne serait-ce que tout simplement par le phénomène qu'un certain nombre d'entre vous ont connu, connaissent actuellement, ont connu avec des logiques de confinement, c'est tout simplement l'augmentation du télétravail, de l'interaction à distance et donc de la digitalisation d'un certain nombre d'interactions sociales et économiques qui sont amplifiées et qui sont accélérées par la question du Covid. Mais au final, là encore, ça vient s'inscrire dans des trajectoires qui sont amplifiées par le phénomène sanitaire posé par le Covid, bien plus qu'autre chose. Et on était déjà, il y a quelques mois, dans des processus de digitalisation à marche forcée d'un certain nombre de processus économiques. Et le dernier point qui est quand même important, dans une logique de cohérence par rapport à des trajectoires d'agenda 2030, c'est qu'en fait, il faut surtout étudier ces technologies dans leur interaction entre elles. Et c'est là que ça devient intéressant. Par exemple, si on parle d'accès à l'éducation de qualité, qui est un ODD, ce qui est intéressant, c'est plutôt de voir les interactions qui peuvent se positionner entre des couvertures toujours plus fortes de 5G, malgré les enjeux énergivores que ça peut poser. Mais factuellement, il y a plus de couverture, en tout cas, et de connexion dans un certain nombre de pays. Et puis, par exemple, le fait que, si on se projette entre maintenant et 2025, on a de plus en plus de gens qui ont accès à des smartphones. Et puis, si on voit ça avec le contexte, par exemple, de la réalité augmentée ou de la réalité virtuelle, on voit des dispositifs d'accès à de la formation qui sont différents. Et ça peut changer, c'est un des éléments qu'on repère dans notre rapport, complètement les dispositifs d'accès de l'éducation de qualité. C'est pas la même chose de parler à quelqu'un, par exemple, qui a un faible niveau d'éducation, éventuellement qui sait ni lire ni écrire, et d'essayer de lui transférer de la formation, plutôt que d'être dans des systèmes où, par exemple, grâce à un environnement plus connecté, donc là, je pourrais m'inscrire, par exemple, typiquement sur des personnes en zone rurale, dans des pays émergents, où on sait aujourd'hui qu'on a des frontières à peu près autour des 40 ans, donc pour des gens qui ont aujourd'hui environ au-dessus de 40 ans, ils sont un moins bon accès au smartphone que des personnes qui ont moins de 40 ans, 45 ans. Si on se projette dans quelques années, ça veut dire qu'on a peut-être plus de personnes qui ont des smartphones dans des zones qui sont couvertes en data et avec de la réalité virtuelle, qui peuvent avoir accès à de la formation, au lieu d'avoir à lire des textes ou essayer de comprendre des choses, on leur fait voir simplement des espèces de petites vidéos avec de la réalité virtuelle, on leur fait voir comment il faut faire, comment les choses interagissent, et ça peut avoir une véritable puissance en termes de transfert de connaissances pour le plus grand nombre. Donc c'est juste un exemple. Enfin, dernier enseignement intéressant dans la logique d'agenda 2030 qu'on voulait repartager et mettre en contexte avec le contexte du Covid, les solutions innovantes en termes d'outils financiers qui sont intéressants à apporter. Depuis une dizaine d'années, il y a eu un certain nombre de liquidités et d'innovations technologiques qui permettent en fait de mobiliser différemment le capital, la finance, et potentiellement de mieux le mobiliser au service de programmes
à vocation, à utilité, à impact environnemental, social fort. Le contexte aujourd'hui du Covid, il est intéressant puisqu'on est dans un double contexte de forte augmentation de l'utilité dans un certain nombre d'économies. Il y a beaucoup de programmes qui sont mis en place pour mettre sous perfusion l'économie pour éviter le choc d'une récession trop importante. Bien sûr, évidemment, à contrebalancer avec quand même un choc de récession et de dépression en tout cas économique qui va s'affirmer au moins dans les prochains mois, voire les prochaines années suivant les économies. Donc il y a quand même ces différents éléments à balancer et à mettre ensemble. Nous partageons cela pour dire que du coup, le Covid-19, dans le contexte de l'agenda 2030, invite les entreprises à penser avec encore plus d'urgence au concept de résilience, c'est-à-dire comment absorber un choc, se transformer et adapter son modèle économique. Et l'agenda 2030 reste une boussole essentielle qui porte des agendas, enfin des objectifs qui sont partagés par l'ensemble de la société et qui portent finalement les enjeux de transformation qui sont demandés par les modèles économiques aujourd'hui. Ce qu'on a révélé, dans le rapport Towards 2030, qui est amplifié par la question du Covid-19, c'est l'impréparation finalement des acteurs politiques et économiques à des chocs majeurs sanitaires, mais également dans la droite ligne, on peut tout à fait penser aux chocs posés par les questions climatiques, les questions de stress hydrique, les questions de respect de biodiversité. Et donc, le Covid-19 vient comme à l'aune, au début finalement de la décennie 2030, comme un choc qui peut être, si on essaye de voir ça de manière positive, comme un choc sanitaire pour renforcer l'urgence, c'est-à-dire qu'on passe d'un agenda 2030 qui portait un certain nombre de sujets importants, mais qu'un certain nombre d'acteurs économiques et politiques pouvaient considérer comme étant importants, mais pas nécessairement urgents. Et le Covid-19 peut, pour essayer de porter un message optimiste autour de la question du choc du Covid-19, comme quelque chose, comme un événement majeur, social, économique, politique, qui, en révélant finalement l'impréparation des outils économiques à des chocs comme celui-ci, qui sont pourtant de chocs pandémiques bien balisés par un certain nombre de travaux scientifiques notamment, et puis de précédentes pandémies qui ont eu lieu ne serait-ce que sur les 15-20 dernières années, comme un choc sanitaire qui peut permettre à des acteurs économiques et politiques de passer d'une logique d'importance. C'est important de s'occuper de la biodiversité, c'est important de s'occuper du climat, c'est important de s'occuper des inégalités, à un sujet d'urgence. Et donc, il peut permettre d'enclencher une procédure d'accélération conservant l'agenda 2030 comme une boussole. Et dans ce contexte-là, il y a deux leviers qu'on trouve intéressants à exploiter plus. Le levier technologique qui permet de gérer de la complexité et de l'amplitude de programmes, donc de penser sur le grand nombre. Or, les pressions portées par l'agenda 2030 imposent à tout acteur de penser grand nombre. On ne peut pas se satisfaire de programmes qui ne peuvent toucher qu'une minorité à un moment où en fait c'est par la masse qu'on arrive à faire des transformations, des effets de domino. Les technologies, et notamment les technologies associées entre elles, peuvent permettre de réfléchir à des nouveaux systèmes comme ça, avec des impacts bien amplifiés. Et puis, les liquidités et différents dispositifs innovants en matière d'instrumentalisation des outils financiers permettent aussi de penser à des financements, à la capacité d'apporter finalement des ressources permettant de réfléchir à des programmes d'ampleur également. Donc, fort de ces différents éléments contextuels sur le Covid et le contexte environnemental, social dans lequel se positionnent aujourd'hui les acteurs économiques et politiques, face à l'agenda 2030 qui reste une boussole extrêmement pertinente et urgente d'application pour les entreprises, comment éviter de faire du SDG washing, c'est-à-dire d'être accusé tout simplement de faire des déclarations incantatoires, non crédibles, non portées d'action et surtout qui n'ont pas d'impact, qui n'inscrivent pas dans le réel des transformations crédibles. Alors, en tirant d'un de nos blogs disponibles sur le site xapa.org dans la section publication, ce blog-là est disponible également en français,
Nous avons tiré 5 grands principes d'action. Aujourd'hui, c'est de développer des modèles agiles. Je pense qu'il est très difficile de raisonner dans des logiques de certitude, et la planification, tout en conservant l'agenda 2030 comme une boussole de long terme, impose à l'agilité. Par exemple, aujourd'hui, on dit qu'il faut relocaliser les supply chains. On constate qu'on a des enjeux de dépendance, notamment sur certains fournisseurs dans certains pays, qui posent des problèmes. Certes, donc ça suppose, en tout cas de manière intelligente, à raisonner en termes d'agilité, de se dire il faut réduire de la dépendance, il faut créer des systèmes qui soient plus des systèmes un petit peu dans l'esprit du web, ou avec des multimodaux, avec des multicanaux qui permettent de pouvoir gérer les crises. Mais le maître mot doit être celui de l'agilité, et en tout cas pas forcément celui de la recette toute faite, portant par exemple à la relocalisation, ne serait-ce que uniquement. Ça peut faire partie des dispositifs de solution, mais le maître mot doit être celui de l'agilité. Juste un exemple tiré d'un programme sur lequel on travaille actuellement. La relocalisation, en fait, quand on relocalise, mais qu'en même temps on n'a pas les matières premières qui permettent de faire tourner l'usine, on relocalise à moitié, et en fait ça ne change pas le problème de la rupture de stock. Je vais prendre juste un exemple très concret. Agilité. Le deuxième principe, c'est le principe du collectif, qui est reporté par l'agenda 2030, c'est de dire que ce qu'on fait face à un risque pandémique, mais face à un certain nombre d'autres chocs environnementaux qui vont se présenter dans les prochaines années, dans cette décennie de turbulence, les réponses ne sont pas individuelles. Et les réponses sont dans le collectif. C'est dans l'écosystème d'acteurs qui vont dans le même sens, qui n'ont pas d'asymétrie, qui ont des asymétries d'information les plus faibles, qui comprennent finalement les enjeux, qui partagent finalement les solutions, et qui contribuent à des programmes ensemble, qu'on arrive à progresser. Le troisième point, c'est celui de la transparence, qui rebondit bien avec le principe d'agilité et d'action collective, puisqu'il s'agit de dire que, fort de l'information dont on dispose, à un moment donné, quelles sont les meilleures décisions qu'on est capable de prendre, quitte à ce qu'elles puissent être sujet à débat. Et aujourd'hui, clairement, si je prends l'agenda 2030 et qu'on prend rien que la question climatique, aujourd'hui, face à l'information dont on dispose, la transparence impose d'agir infiniment plus que ce que les entreprises font aujourd'hui. Donc là, je lève un premier élément important en matière d'agenda 2030. Si on a un certain niveau d'information, il faut que les programmes soient à la hauteur des enjeux. C'est un point essentiel qui doit être appliqué dans la manière dont des acteurs économiques, politiques, doivent appliquer et travailler sur les questions de l'agenda 2030. Le quatrième point qui est important, c'est celui du rôle finalement de l'État, des acteurs publics, qui, pour plein de raisons, dans les questions de responsabilité sociale d'entreprise, ont été mises de côté. Je ne suis pas là du tout pour juger du bien fondé de cela. Moi, je n'ai jamais été forcément un partisan de ça, mais pour autant, c'est un constat. Et on se rend bien compte que dans le jeu de l'action climatique, en matière de biodiversité, en matière de respect des droits humains, bien évidemment, en matière d'inégalité, il y a bien sûr un jeu d'écosystèmes dans lesquels différents acteurs ont des responsabilités et doivent jouer ces responsabilités. Et donc, l'autorité publique, l'État, a un rôle à jouer. Et il n'est pas question que des acteurs économiques se substituent à ces acteurs-là. Par contre, cet intérêt de jeu collectif doit être bien compris et partagé. Et enfin, le dernier point important pour approcher ces questions d'agenda 2030, c'est la capacité à naviguer des injonctions qui sont conflictuelles de court terme et de long terme. C'est de dire, par exemple, si je reprends mon exemple de la circularité, comment je gère et je navigue la crise pandémique qui est là pour durer quelques mois, quelques années, peut-être la décennie à venir, notamment dans des zones rurales qui, quand des traitements et un progrès médical sera plus affirmé, seront malheureusement très probablement les derniers servis, puisque historiquement, on peut être sur des zones qui ont un faible accès aux soins et à la médecine, donc il n'y a pas de raison que des innovations de pointe touchent ces populations-là en premier. Donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'injonction contradictoire entre une capacité à gérer le court terme, la survie, l'adaptation de mode économique, et de plus long terme, de se dire, en fait, je reste fidèle à ma boussole d'agenda 2030. Alors, on a beaucoup parlé de l'agenda 2030.
comme si c'était une évidence. L'expérience prouve, et un certain nombre de travaux, nous on travaille notamment avec une organisation qui s'appelle Focus 2030, qui fait régulièrement des sondages, des enquêtes, et qui, sur un certain nombre de pays, qui montrent que finalement, au-delà d'une communauté, on va dire, d'experts ou de gens un peu intéressés, le taux de pénétration de la connaissance des objectifs de développement durable n'est pas forcément si élevé que ça, donc ça fait jamais de mal de le répéter. Voilà, on a 17 enjeux qui ont été définis et qui proposent, ce que j'ai régulièrement dit depuis le début de ce webinaire, une boussole de 17 grands domaines qui sont ensuite répartis en sous-sujets. Hein. Toute cette information se trouve très facilement sur Internet en 2 clics, mais qui rappellent en fait un certain nombre de grands enjeux sur lesquels tout acteur de la société, pas spécialement les entreprises plus que d'autres, pas spécialement les acteurs forcément politiques plus que d'autres, puisque l'expérience prouve que c'est un jeu collectif, peuvent contribuer, doivent contribuer, par exemple, à l'éradication de la pauvreté, à la faim dans le monde, à l'accès au bien-être et à la bonne santé de toute l'humanité, et ainsi de suite. Donc, les objectifs de développement durable, ce sont ceux-là. Le vrai problème quand on parle de ODD washing, c'est le moment où un acteur économique, une entreprise, prend une posture et dit, moi, par exemple, la pauvreté, c'est un sujet important pour moi, on s'engage sur la pauvreté, puis la réalité, c'est qu'on est sur un modèle économique où des données factuelles montrent qu'en fait, le modèle économique qui est promu, qui est développé par l'entreprise, en valeur absolue, est plus un levier qui augmente les inégalités de la pauvreté plutôt qu'autre chose. Donc, le ODD washing, c'est quand une organisation, qui n'est pas forcément qu'une entreprise, ça peut tout à fait être un acteur politique, ça peut aussi, moi je l'ai vécu, être un acteur de la société civile, des ONG, parce que souvent vous avez aussi des acteurs qui peuvent être très en silo, et donc c'est quand une organisation travaille à la marge finalement d'un certain nombre de sujets, tout en se couvrant de grands principes. Donc, mon exemple, je travaille sur la pauvreté. Bon, alors oui, je fais un petit programme sur la pauvreté, mais à côté de ça, tout mon business model, c'est un business model qui augmente de la pauvreté. Pour prendre juste le ODD 1, c'est un problème. Donc finalement, si on se focalise sur les secteurs privés, la question de l'ODD washing, c'est la manière dont des acteurs économiques sont capables de placer au cœur de leur stratégie et de leur programme de manière cohérente et systémique, c'est-à-dire touchant autant que possible à l'ensemble du portefeuille des activités, des opérations, des principes d'objectifs de développement durable de l'agenda 2030 et de voir comment ces principes viennent se manifester dans un ensemble de processus, de programmes, d'opérations, de manière à ce que tous ces espaces-là soient mis en cohérence. Et donc, c'est là que je vais pouvoir partager 5 grandes questions ou 5 grands éléments qu'on trouve utiles, qui peuvent servir de principe autour desquels, si je suis une entreprise ou tout autre acteur, je peux essayer véritablement de travailler sur la question des objectifs de développement durable de manière sérieuse, structurée, crédible, en gérant des injonctions de court terme et de long terme. Le premier de ces principes, c'est de travailler sur des objectifs de développement durable qui soient réellement liés au cœur d'activité d'une entreprise et sur lequel l'entreprise, par rapport à son métier, par rapport à ce qu'elle fait, a une véritable pertinence. Alors, on a un grand principe sur ces questions-là qui est celui de la matérialité extra-financière. Ce sont des outils, des méthodologies. Alors, sur le site xapa.org, il y a un certain nombre de blogs et puis de briefing papers qui tournent autour des questions de stratégie et de matérialité qui peuvent être téléchargés en open source et qui peuvent alimenter ces réflexions-là sur la matérialité notamment. Mais en gros, derrière ça, l'idée, c'est de dire que une bonne manière d'éviter de faire de l'ODD washing, c'est déjà, dans un premier temps, de savoir de quoi on parle et de se positionner sur les sujets sur lesquels on a une valeur ajoutée, une contribution, qui peut être a priori négative ou insuffisante, mais en tout cas, c'est le sujet sur lequel on travaille. Je prends un exemple, l'ODD 3. Quand on est un acteur de l'agroalimentaire, ça veut dire que le métier, fondamentalement et assez simplement, c'est quand même d'apporter des solutions nutritionnelles, de nourrir des gens, de participer en tout cas à la filière d'alimentation des humains ou autres.
Et donc, ça veut dire que si il y a bien un ODD qui est quand même important dans tout ça, on peut toujours regarder les ODD sous différentes perspectives, ils sont très complexes, certains sont difficilement mesurables, mais pour autant, l'ODD 3, par exemple, bonne santé et bien-être, c'est un ODD qui peut servir de boussole très intéressante. Parce que ça veut dire qu'une fois qu'on prend cet ODD-là comme étant un ODD prioritaire, on peut se poser beaucoup de questions en tant qu'acteur, par exemple, de l'agroalimentaire, sur la conception et l'innovation qu'on fait dans des nouveaux produits, les ingrédients qu'on met dans les produits, acides gras, acides saturés, sel, par exemple, pour prendre juste quelques petits éléments simples. La manière dont on accompagne, on éduque le consommateur dans une alimentation moins transformée, dans des habitudes nutritionnelles plus diversifiées. Enfin bref, il y a toute une myriade de sujets que je peux évoquer qui viennent derrière finalement l'ODD 3, qui sont autant de sujets sur lesquels fondamentalement le but n'est pas de juger quelque acteur que ce soit. Nous sommes tous mauvais, nous pouvons tous progresser. Mais derrière cette notion-là, c'est plutôt de se dire qu'on a une boussole, l'ODD 3, et de voir comment, si moi je suis un acteur de l'agroalimentaire et que ma boussole c'est l'ODD 3, comment l'ODD 3, bonne santé et bien-être, peuvent venir structurer, alimenter, influencer de manière sérieuse, crédible, sur une logique de trajectoire de long terme, l'ensemble de mes réflexions, de la conception, production, distribution, communication et échange, dialogue avec mes consommateurs, avec mon écosystème, avec les salariés de l'entreprise, autour de cette question-là pour mettre tout le dispositif en cohérence. Donc là, on a un vrai sujet qui est celui de se dire, il ne s'agit pas de s'éparpiller, il s'agit, pour éviter de faire de l'ODD washing, d'en prendre quelques-uns, et de les traiter sérieusement avec toutes les implications qu'ils peuvent avoir sur un ensemble d'aspects d'une entreprise. L'ODD, le deuxième point que on peut partager, pour éviter de faire de l'ODD washing, très articulé avec ce que je viens de dire sur le premier principe, c'est la capacité à partager une stratégie de long terme et de démontrer comment un ODD est un axe stratégique de progrès pour l'entreprise. Et j'insiste sur un point assez simple, qui est quand même dans l'esprit du développement de l'agenda 2030. On sait qu'on a des défis pour l'humanité qui sont majeurs derrière l'agenda 2030 et que les 17 ODD portent finalement un agenda sur lequel on sait qu'on va y arriver si le plus grand nombre, idéalement tout le monde, contribue. Donc dans cet esprit-là, ce qui compte derrière ces deuxièmes points, c'est pas de dire il y a des bons, il y a des mauvais, c'est de dire, à la limite, de reconnaître qu'on est tous pas bons individuellement, et je pense que ça va mieux en le disant, et fort de ça, derrière cet ODD2, de se dire, on sélectionne des ODD qui sont fondamentaux pour nous servir de boussole sur les points vers lesquels d'ici 2030, on n'est pas non plus obligé d'attendre 2030, hein, on peut avancer beaucoup plus vite que ça, déjà on est en 2020, donc le 2025 c'est quand même déjà pas mal, pour pouvoir se projeter dans une stratégie de long terme structurée autour d'un plan de progrès porté par cet ODD-là. Si je reprends mon exemple, par exemple, de l'ODD 3 dans la présentation précédente, c'est identifier un ensemble cohérent, un puzzle de programmes qui sont structurés les uns les autres autour d'une mission, d'une vision de la société, d'une stratégie qui est portée sur des programmes articulés et cohérents les uns avec les autres, pour pouvoir mettre en cohérence tout un ensemble d'activités de l'entreprise dans sa stratégie, son innovation, sa production, ses achats et sa supply chain, autour de ces ODD-là, de ces prioritaires. Le troisième point, qui semble essentiel à partager, c'est évidemment que l'agenda 2030 est un agenda relativement complexe parce qu'il est vaste, tout simplement, donc avec toutes sortes de variantes qui peuvent s'exprimer autour de lui. Juste pour la petite anecdote, si vous prenez juste l'ODD 13, Action Climat, eh bien un article du magazine Nature, qui montrait, il n'y a pas très longtemps, qu'il y avait un peu plus de 400 variantes d'adaptation climatique auxquelles pouvaient être exposées les entreprises. Un peu plus de 400. Et en plus, comme c'est de la science qui progresse et qui évolue tous les jours,
voilà, on a quand même une certaine complicité derrière juste un petit ODD 13, Action Climat. On peut trouver 400 variantes. Bientôt, on en trouvera 600, d'une part. Et puis, d'autre part, en tout cas, ça permet de se dire qu'on peut sortir de 2-3 variantes. Il y a des tempêtes, il y a des canicules, il y a des choses comme ça. Mais surtout, ce qu'on essaye de dire derrière ce point numéro 3, c'est de se dire que puisqu'il y a une certaine complexité, il faut articuler des ODD prioritaires avec d'autres ODD peut-être moins prioritaires, en tout cas tels que l'entreprise, par exemple, veut se positionner, pour pouvoir voir à quel moment, en voulant creuser un sillon et en faire son axe de progrès continu, on ne prend pas le risque de pouvoir dégrader finalement de la performance sur des impacts, avoir des impacts négatifs sur d'autres ODD. Un sujet simple et complètement d'actualité, revigoré malheureusement par la question du Covid-19, c'est si derrière mon action, je veux développer, réduire mon utilisation d'énergie fossile, si une des manières de réduire mes énergies fossiles, c'est d'augmenter l'utilisation de biocarburants, et un certain nombre d'acteurs prennent des engagements. L'Union européenne prit des engagements à 2030 autour de la question de l'augmentation des biocarburants, par exemple. C'est-à-dire que la production de biocarburants, aujourd'hui, ça peut être fait à partir de plaquettes de bois, de bambou, d'huile usagée, d'huile de palme. En fait, c'est la réalité des biocarburants qui peuvent s'inscrire dans une myriade de matières premières végétales qui existent. Qu'on les apprécie ou qu'on les apprécie pas, elles existent. Et en tout cas, il y a un enjeu, c'est qu'une bonne partie de ces matières premières végétales peuvent être en compétition avec des activités agricoles alimentaires qui permettent de nourrir l'humanité et déjà dans un premier temps les endroits sur lesquels ces matières premières sont produites. Toujours garder en boussole pour éviter de faire de l'ODD washing, de se dire que si un ODD est identifié comme étant un ODD prioritaire, par exemple climat, l'ODD 13, il faut bien penser aux implications négatives potentielles qui peuvent exister et comment essayer de les mitiger, de les réduire. Et donc, ne pas faire de l'action climatique au détriment, finalement, quitte à dégrader de la performance en matière de faim et d'accès à la faim, F-A-I-N, des individus. Donc, c'est très important. C'est une bonne manière de pouvoir utiliser l'agenda 2030 comme une boussole à la fois de progrès et en même temps dans une logique quand même de performance, on va dire, équilibrée sur d'autres ODD. Le point suivant, qui permet d'éviter de faire de l'ODD washing qu'on veut partager, c'est un point dans lequel il faut absolument s'inscrire sur des trajectoires avec de l'information passée et des objectifs futurs. Alors, ça paraît assez simple quand on le dit comme ça. La réalité, c'est qu'on ne gagne en crédibilité quand on s'inscrit sur des trajectoires futures que quand on est capable de nourrir ces trajectoires futures, des enseignements qu'on tire, des performances, de ce qu'on était capable de faire ou pas à un temps donné. Si je prends un sujet comme la déforestation, qui peut venir d'ailleurs alimenter très directement l'ODD 13 de la page précédente, Action Climat. Je veux lutter contre la déforestation. Moi, et je suis à l'écoute de tout exemple que les participants à ce webinaire pourraient partager. Je connais beaucoup d'entreprises qui ont pris des engagements zéro déforestation, par exemple en 2015 à 2020, et je ne connais pas d'exemple d'entreprises à 2020 qui ont atteint cet objectif. Donc, si je veux travailler sur un objectif à 2025, Action Climat, qu'est-ce que je vais faire? Quels sont les enseignements que je tire sur pourquoi il y a un échec collectif sur les zéro déforestation à 2020? Et quels sont les enseignements que j'en tire pour pouvoir être capable de progresser sur cet aspect-là, le zéro déforestation, qui est important pour nourrir, parmi d'autres aspects, un objectif Action Climat ODD 13 à 2025, à 2030. Donc, la crédibilité et la capacité à éviter de faire de l'ODD washing, en se projetant vers le futur, s'inscrit évidemment beaucoup sur cette capacité à pouvoir tirer des enseignements d'aujourd'hui. Évidemment que c'est compliqué, évidemment que c'est dur, évidemment que l'agenda 2030 est ambitieux, évidemment que le Covid-19 et le contexte social, économique que ça impose pose un certain nombre de défis nouveaux. Et donc, fort de tout ça, quelle est mon expérience, ma connaissance de ma performance passée qui va être capable d'être crédible et de définir une trajectoire fiable
pour me projeter dans l'avenir. C'est indispensable aujourd'hui. Et quand on n'est pas capable de faire ça, on peut accuser assez facilement de délai washing, et c'est normal. Enfin, le dernier point, c'est de la data. Le dernier point qu'on veut partager ici, c'est la data. Aujourd'hui, à plus forte raison dans des environnements qui sont des environnements où de plus en plus, et c'est fait partie des éléments qu'on portait dans le rapport 2030 que vous pouvez télécharger dans la section publication de xapa.org. Ce rapport est disponible uniquement en anglais. Il y a aussi un executive summary qui est disponible. Il y a un autre webinaire qui est enregistré pour parler de ce rapport. Il y a quand même un élément important qu'on dit, c'est qu'on dit si on veut être crédible sur la question des ODD, il faut être capable de dessiner une trajectoire, mais il faut que cette trajectoire soit pertinente par rapport à un contexte. Et aujourd'hui, un certain nombre de technologies, par exemple, toutes les technologies qui sont portées par le big data, par la mise en intelligence contextuelle, par la prédictabilité qui est créée par de la donnée passée sur de la performance future, on est capable aujourd'hui de définir des schémas dans lesquels il ne s'agit pas simplement de tracer une ligne droite, c'est simplement de dire, bah, moi, par exemple, l'action climat, c'est un sujet important pour moi, donc je veux réduire de 70% mes émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Et puis, bah, voilà ce que j'ai été capable de faire sur les 3 dernières années. Non, il s'agit de plus en plus d'instrumentaliser, de réfléchir à la manière dont on peut utiliser, par exemple, la data, mais on peut innover et fonctionner autrement, pour être capable de dire, fort de performances passées, voilà comment, je ne raisonne pas simplement en objectif, mais voilà comment je peux donner de l'assurance sur la prédictabilité, la prédiction de comment mes performances, ce que je fais, ce que je suis en train de mettre en place en termes d'investissement, va me permettre de progresser. Ce qui est quelque part nouveau, c'est qu'on sort d'une démarche purement de reporting et d'objectif. J'ai un objectif et je reporte sur de l'information passée pour rentrer sur une démarche d'impact. C'est-à-dire, j'ai un objectif et par rapport à ce que je fais, voilà comment je pense être en capacité d'atteindre l'objectif. Et ça, je le nourris par mon information, par de l'information contextuelle et notamment avec le big data, par des réflexions sur la prédictabilité de la manière dont ma performance actuelle va me permettre de progresser vers mon objectif futur. Ça, c'est un élément assez nouveau, mais très intéressant comme levier de crédibilisation de démarches permettant d'éviter de faire de l'ODD washing, puisque il permet de positionner, c'est quand même tout l'enjeu de l'agenda 2030, aussi l'acteur, par exemple l'acteur économique, dans un écosystème, puisque l'agenda 2030 est une boussole, je dirais, portée, créée par les Nations Unies pour l'humanité, pour lui donner une boussole de progrès à 2030, bah, ça veut dire que chaque acteur individuel n'a de pertinence dans son progrès sur l'agenda 2030 que s'il est intégré dans cette communauté-là. Et donc, s'il est capable de pouvoir raisonner en impact futur plutôt qu'uniquement en performance passée. Donc, on arrive comme ça à nos 5 principes que je peux donc rappeler en clôture de nos échanges. Des ODD prioritaires et complètement pertinents par rapport au cœur de métier d'une entreprise, nourri par une stratégie cohérente de long terme qui montre comment n'importe quel acteur économique est capable de mettre en cohérence un ensemble de ses activités, par exemple innovation, conception, production, supply chain et achat, engagement avec les écosystèmes, notamment les clients consommateurs, toute cette cohérence autour de ces ODD prioritaires, une vraie réflexion sur les risques de dégradation de performance d'ODD moins prioritaires par rapport à un objectif économique pour réduire ces risques, une capacité à porter le programme stratégique et sa mise en œuvre par des enseignements tirés des échecs et des succès passés, et enfin une capacité à pouvoir s'orienter vers une réflexion d'impact portée par de la prédictabilité. Regardez ce que je fais, les investissements que nous faisons, les programmes que nous portons par rapport aux objectifs que nous avons identifiés. Voilà le type de trajectoire dans lesquelles on peut se décider. Nous arrivons au terme de ce webinaire. Nous sommes basés à Paris. Notre site de contact, contact@xapa.org permet d'être en relation avec toute notre équipe. Nous serions heureux de continuer à échanger avec vous. Moi, j'étais Farid Badache et j'ai été heureux de pouvoir partager un peu de retour d'expérience avec vous sur ce webinaire.
Ce webinaire va être téléchargé et mis en ligne sur notre section xapa.org dans la section publication. Et vous pourrez du coup en revoir l'intégralité ou toute partie, voire le partager avec vos collègues, d'autres acteurs que vous penserez que ça pourra les aider à progresser dans leur réflexion autour de ces questions d'ODD washing. C'était un plaisir de vous avoir parmi nous. Je vous souhaite une excellente journée.